opté pour cette conférence. Donc l'idée, c'est qu'il y aura 3 intervenants qui vont se succéder pour une durée chacun de 15 minutes. Et on laissera un peu de temps à la fin pour l'ensemble des questions. Donc si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez les poser après l'intervention de la 3e personne. Alors, juste rapidement, tout le monde sait qu'actuellement, il y a pas mal de défis environnementaux et climatiques. Et ces défis-là poussent le pouvoir public à mener des politiques de transition environnementale et énergétique. Et on avait vu hier sur la présentation de CSTB que le développement massif des énergies renouvelables et bas carbone fait partie de ces politiques. Parmi ces énergies, on peut par exemple citer l'électricité d'origine renouvelable et également ce qu'on appelle le gaz vert, qui inclut notamment le biométhane et l'hydrogène. Alors, ceci étant, le développement de ces énergies-là ne devra pas être fait systématiquement, mais devra aussi tenir compte des facteurs locaux, régionaux, et en particulier liés à la disponibilité des ressources. Par exemple, l'éolienne, là où il y a du vent, et qui ne perturbe pas forcément la qualité, on va dire, visuelle du territoire, le solaire, là où il y a du fort ensoleillement, et la partie biomasse, là où il y a de la biomasse locale qu'on peut exploiter sans aller transporter l'énergie produite, le vecteur énergétique d'un lieu A à 10 000 km de l'application. Voilà. Donc pour essayer d'aller dans ce sens de production d'énergie bas carbone et renouvelable, on va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est gaz. Donc les 3 présentations seront axées sur ce vecteur. Donc M. Alexandre Ducruet de GDF, qui est présent ici, va nous présenter, à mon avis, mais on verra, je pense qu'il y aura peut-être des surprises, mais c'est le scénario de GRDF sur le 100% de gaz renouvelable en France en 2050. Ensuite, je vais plutôt présenter ce qu'on fait localement au sein de l'université, au sein de l'ITEM, sur la valorisation d'agro-ressources essentiellement locales par voie thermochimique, avec un petit focus sur la production de gaz de synthèse, en particulier l'hydrogène, le biochar et la biohuile, qui sont des molécules à haute valeur ajoutée qu'on peut utiliser dans l'industrie pétrochimique et pharmaceutique pour substituer aux molécules actuellement issues de molécules fossiles. Et à la fin, Wojciech Lipinski va faire une présentation sur la partie combustible solaire, par voie thermochimique également, avec un plus de détails scientifiques comparé à la présentation plutôt générale qui a été faite hier. Donc j'invite M. Ducruet à venir à commencer la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc Alexandre Ducruet, je suis directeur territorial à GRDF, donc GRDF, Gaz Réseau Distribution France. Et je suis directeur dans 2 départements, la Marne et les Ardennes. Et donc je vais avoir quelques minutes pour vous présenter et j'espère vous éclairer sur les ambitions en France sur le développement des gaz renouvelables pour atteindre une autonomie en 2050. Je vais commencer par quelques éléments de contexte pour resituer un petit peu, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas comment fonctionne la chaîne gazière dans le monde et même en France. Il y a plusieurs métiers. Il y a à la fois la production du gaz, il y a le transport de ce gaz, le stockage, c'est une énergie qu'on sait stocker aujourd'hui, et la fourniture. Donc ce sont plusieurs métiers, comment dire, avant c'était facile, c'était plutôt Gaz de France qui était derrière tous ces métiers, et aujourd'hui avec les différentes réorganisations au sein de Gaz de France, Engie,
EDF et autres. Tous ces métiers aujourd'hui sont dans des branches qui sont aujourd'hui chez Engie. Par exemple, le GRDF qui est sur la distribution du gaz, on va être, vous voyez, en aval, ouais, c'est ça, en aval de la chaîne gazière, où en amont on a bien la production, donc aujourd'hui on sait d'origine fossile, et c'est tout là l'enjeu aujourd'hui pour décarboner et avoir du gaz français et renouvelable. Et différents métiers, comme je l'ai dit, le stockage plutôt opéré par Storengy, si vous avez déjà entendu, le transport du gaz qui peut être par terminaux méthaniers ou par des gros pipelines qui sont opérés là par d'autres opérateurs comme Terega, comme GRT Gaz et GRDF pour la distribution du gaz. La fourniture du gaz, il faut bien dissocier, ce sont avec ceux vous faites un contrat de fourniture. Vous savez, on en a beaucoup parlé l'hiver dernier avec les hausses sur les énergies. J'ai remis à droite aussi un peu la production aujourd'hui de gaz en France, en gros 500 TWh, avec, comme vous pouvez le voir, les différents secteurs aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie, le résidentiel ou pour d'autres usages. Hop. Donc ça c'est aujourd'hui. Comment on fait pour avoir du gaz renouvelable? Donc j'aime bien ce slide parce qu'il remet un petit peu toute la chaîne entre les intrants, les filières et les productions. On peut y retrouver la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification de power to gas qui sont aujourd'hui des technologies pour avoir des gaz renouvelables à différentes maturités. La filière la plus mature aujourd'hui étant la méthanisation. La méthanisation, ça existe depuis longtemps en France. Les premiers méthaniseurs, quand ils produisaient leur biogaz, étaient valorisés en chaleur ou en électricité. Ça fait qu'à peu près une dizaine d'années que les technologies ont évolué, les réglementations ont permis d'injecter ce biogaz dans les réseaux et les infrastructures gazières. Pour nous, il faut savoir que c'est une vraie révolution pour tous les gaziers qu'on a vus tout à l'heure. Parce qu'on est en train de retransformer des réseaux de gaz qui sont en gros comme des arbres où on va recréer des réseaux au niveau des branches qu'il faut remailler pour permettre à ces productions locales d'être consommées localement. On retrouve aussi, vous voyez, tous les différents intrants, que ce soit à travers l'agriculture, la sylviculture, les déchets. Aujourd'hui aussi beaucoup les déchets, les biodéchets, un vrai sujet auprès des collectivités qui au bout du bout, peut être valorisé en biogaz. De toute façon, les questions arriveront demain, tout à l'heure. Donc, comme on peut le voir, du biogaz, du syngaz ou de l'hydrogène qui peuvent être injectés dans des réseaux ou à des usages directs. Et on réfléchit même à des réseaux purement hydrogène. Et comme je l'ai dit, plusieurs phases de maturation, certains en mode recherche et développement, et la méthanisation étant la filière la plus avancée. Quand on dit atteindre 100% de gaz vert renouvelable en 2050, plusieurs études ont été faites, que ce soit par l'ADEME, que ce soit par les grands opérateurs de réseau des énergies. Pour donner un cap, il y a deux grandes dates, 2030-2050. Et pour 2050, on sait qu'on a un gisement potentiel de 420 TWh. Donc tout à l'heure, on a dit qu'on avait en gros 500 en consommation. En 2050, comme vous le savez, il faut qu'on réduise toute notre consommation énergétique et autres. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Donc nous, ça fait longtemps à GRDF qu'on dit qu'il faut réduire les consommations de gaz. Donc on met tout un plan d'action pour y arriver. Et à travers tous ces scénarios objectifs, en 2050, la consommation pourrait être de 300 TWh. Donc ça montre qu'on a la capacité de faire ce 100% avec les 420 TWh de disponibles pour produire ces gaz renouvelables. Après, le chemin va être long. Il y aura une première étape qui sera en 2030, les 20%. Nous, c'est ce que la filière pousse aujourd'hui auprès des gouvernements. Il va y avoir des nouvelles lois qui vont être votées ou la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vont redonner des caps pour les années et les décennies à venir. Nous, c'est ce qu'on milite aujourd'hui, c'est d'avoir 20% de gaz renouvelable en France en 2030. Si je fais un focus sur le biométhane étant le biogaz produit par méthanisation,
injectés dans les réseaux de gaz. J'ai une petite carte de France ici qui vous montre un peu un état des lieux. En gros, 10 TWh. Vous vous rappelez tout à l'heure sur les 500 de consommation, aujourd'hui on a 10 produits à partir de la méthanisation, principalement agricoles, comme vous pouvez le lire, mais aussi à partir des déchets ménagers ou des centres de stockage ou par processus industriel. Comme on peut le voir, c'est principalement le nord de la France qui est impacté par ces injections. Là, on parle bien des méthanisations qui injectent leur biogaz dans les réseaux. Hein. Il y a d'autres méthaniseurs, comme j'ai dit, qui ont d'autres valorisations. Et là, on a à peu près à 1000 petits méthaniseurs en cogénération en France. Donc ça fait à peu près un total de 1500. Et là, ce sont vraiment ceux qu'on a en injection. 10 TWh, c'est à peu près l'équivalent d'une tranche d'un réacteur nucléaire. 150 sites en construction, ça veut dire qu'on en a 2, voire 3 à venir. Et ça, c'est à peu près, allez, en 6 ans, en France, l'équivalent d'un réacteur nucléaire a été produit, enfin, est en service aujourd'hui à usage gaz naturel, gaz vert, pardon, excusez-moi. Une autre carte qui vous remontre un petit peu aussi la projection, parce que là on parlait bien des sites en service, mais il y a donc ceux en construction, donc ça donne un peu la trajectoire. On sera à peu près à 25 TWh aujourd'hui inscrits, et on retrouve un peu les projets et les puissances estimées par région. Donc c'est là où on voit que la région Grand Est est quand même leader sur la méthanisation, et je dirais même que la Champagne-Ardenne est aussi en lead sur le sujet. Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a à peu près 25 TWh de capacité donc, qui sont enregistrés, qui devraient être en service dans les années à venir, et on voit cette évolution sur le nombre de projets en nette augmentation. Je passe à l'hydrogène. Je suis dans le timing, je pense, oui. Je rappelle ici un petit peu la stratégie nationale que tout le monde connaît peut-être. Décarboner l'industrie en faisant émerger une filière française, hein, un objectif de 6,5 GWh, développer la mobilité lourde également, et soutenir la recherche, l'innovation et le développement avec des gros investissements, 7 milliards d'euros de soutien public d'ici 2030. On est vraiment en ligne sur le sujet, et là je remis tous les acteurs qui travaillent sur l'hydrogène. On retrouve un peu comme tout à l'heure, vous savez, la production, la distribution et les usages, où dans mes premiers slides c'était plutôt, on va dire, les gaziers historiques qui étaient sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme on peut le voir, beaucoup d'acteurs se positionnent, que ce soit à toutes ces briques, ou que ce soit en haut, comme vous pouvez le voir, sur des sociétés de conseil ou des intégrateurs, et encore plus haut, tous les organismes, ADEME, régions, etc., etc. Donc beaucoup d'acteurs, beaucoup d'émergences qui font qu'aujourd'hui, en tout cas quand on regarde la vision gazière du sujet, comme on peut le voir sur la France là, à gauche, plusieurs zones de consommation qui sont identifiées sur l'hydrogène. Donc la région est concernée, et développement à venir de backbone, en gros d'infrastructures liées à l'hydrogène, hein, pour acheminer cet hydrogène qui sera produit à un point A pour pouvoir le délivrer à un point B. Donc tout ça, c'est, comme vous pouvez le voir, des échéances assez lointaines, hein, 2030, 2040, 2050. Donc ça va prendre du temps, mais voilà, tous les acteurs sont mobilisés sur le sujet. Un petit zoom sur la région, on retrouve les pôles de production imaginés ou les usages, que ce soit pour la mobilité ou pour les industriels. C'est intéressant de voir comment l'avenir devrait se dessiner dans le département et dans la région. Je crois que c'est mon dernier slide. Ouais. Ouais. Donc j'espère que ça vous a permis d'avoir un petit éclairage un peu plus comment dire, synthétique et clair de ce qui se passe sur la place du gaz renouvelable en France,
Le biométhane qui est la brique technologique la plus avancée. Je n'ai pas parlé des autres briques que sont la pyrogasification sur lesquelles il y a aussi des appels à projets qui sont lancés pour faire émerger des projets. Et l'hydrogène qu'on a aussi en objectif pour atteindre cette décarbonation et cet objectif de 100% de gaz renouvelable en France en 2050. Merci pour votre attention. Nous remercions l'intervenant pour l'explication. Je pense que cette présentation est complémentaire à ce qu'on avait vu hier sur la partie énergie du bâtiment. Donc là, c'est plutôt la partie production d'énergie, vecteur énergétique. Alors, ma présentation va faire un peu on va dire, la passerelle entre cette présentation qu'on vient d'entendre et la prochaine présentation qui est plutôt axée sur les combustibles solaires. Alors, je vais suivre un planning classique, mais je vais passer tout de suite à l'introduction. Donc ici, l'idée, c'est de présenter un peu ce qu'on fait au labo, pourquoi on fait ça au labo. Donc le labo, c'est un labo multidisciplinaire. Hein. Donc normalement, on a une équipe thermique énergétique, on a une équipe également en matériaux et procédés innovants, et une équipe en mécanique appliquée au génie civil. Chaque équipe est composée essentiellement de 17 à 18 enseignants-chercheurs. Depuis une dizaine d'années, donc plus ou moins en 2013, suite à une visite que j'ai faite chez Wojciech Lipinski, j'étais un peu influencé par ce qui se fait là-bas à l'époque, puisqu'il travaillait sur la gasification solaire de biomasse. C'était un des points sur lesquels ils ont travaillé, et puisque ma formation initiale en recherche était plutôt axée en rayonnement, moi je me suis dit que ça sera bien si on arrive à développer cette activité-là à l'université de Reims. Donc le chemin était long, souvent un peu difficile, hein, lié au contexte local. L'université est de petite taille, le labo aussi est de petite taille, mais avec le temps, ça marche plus ou moins bien. Et depuis 2014, on avait une première thèse dédiée à la valorisation des gisements renouvelables, suivie d'une autre thèse qui vient de se terminer en 2022. Donc la thématique que je vais présenter ici s'intègre donc dans l'axe thermique énergétique. C'est un peu rare en France, dans les labos de thermique qu'on fait ça. C'est essentiellement dans les labos soit de chimie ou de génie des procédés. Mais vous allez voir que dans ce type de problème, il y a beaucoup d'enjeux énergétiques en particulier, si on rentre dans les détails, la façon dont on alimente le système, puisque en général, c'est des transformations des procédés endothermiques. Il y a aussi tout ce qui est caractérisation, hein, caractérisation thermique, est-ce qu'on atteint bien la température désirée pour assurer les réactions. Et l'optimisation du procédé peut aussi passer par une simulation multi-échelle, multiphysique de ce type de procédé qui n'est pas encore atteint à notre niveau actuellement, mais c'est un champ qui reste ouvert à toute la communauté thermique énergétique. Alors, tout à l'heure, on a plutôt axé sur la partie gaz vert avec les deux vecteurs identifiés pour la France en particulier, donc le biométhane et l'hydrogène. Ici, je vais essentiellement axer ma présentation sur la valorisation d'agroressources, en particulier la biomasse, mais en essayant de mettre l'action, mettre un point sur l'hydrogène en particulier, même si le chemin pour atteindre cet objectif est également un peu long et fastidieux. Il y a de la recherche à faire dans ce domaine. Donc, pour rappel, c'est que l'hydrogène actuellement, ou depuis des années, est utilisé essentiellement comme matière première industrielle. Hein. Donc on peut l'utiliser pour la production d'ammoniac et le raffinage de pétrole. Mais avec les politiques de transition énergétique et environnementale, plusieurs applications émergent, hein, comme la mobilité et le transport de façon générale, véhicules, trains, avions, navigation propulsés par l'hydrogène, et également même des petits moyens de déplacement comme les chariots. Et récemment, il y a aussi une idée qui, en ce qui concerne la France, c'est d'utiliser l'hydrogène dans l'industrie lourde,
par exemple pour le procédé de réduction directe de l'acier connu par le nom DRI, par l'hydrogène pour les hauts fourneaux, l'idée étant de remplacer le coke et le charbon dans ce procédé-là, qui sont, on va dire, des combustibles polluants. Alors, dans ce que nous faisons, l'hydrogène est produit dans ce qu'on appelle syngaz ou gaz de synthèse qui a été discuté tout à l'heure. Donc, c'est un mélange, c'est un composé gazeux majoritairement composé d'hydrogène et de monoxyde de carbone, mais on peut aussi trouver dans ce syngaz une petite quantité de CO2, donc de dioxyde de carbone, et quelques traces de méthane. Donc traditionnellement, ce syngaz-là est issu de vaporeformage de gaz naturel, donc ce que j'appelle le combustible fossile ici. Et en même temps, il y a d'autres voies existent, comme le vaporeformage du méthane et la pyrolyse ou la gazification du biomasse. Donc notre travail s'intègre plutôt dans cette thématique-là, c'est pour ça que c'est complémentaire à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Alors la particularité de ce qu'on fait ici par rapport à ce qu'on connaît au niveau national est qu'on on développe une approche de pyrolyse de biomasse qui est couplée directement au réformage catalytique de volatiles. Ce que j'appelle ici volatile, c'est toutes les matières volatiles issues de la pyrolyse. Donc ici, vous voyez ici un premier procédé qui est très connu. La pyrolyse date des années 50, 60 ou même bien avant si on regarde l'historique. La pyrolyse permet, pour une matière première de type biomasse ou même des déchets, de décomposer sous l'influence de la chaleur. Donc c'est un procédé endothermique en trois composés principaux, en trois produits principaux. Donc ce biochar ou biocharbon, biohuile ou goudron, donc c'est du gaz condensable à température ambiante, et également un mélange de gaz qui contient notre fameux syngaz. Ensuite, les volatiles, donc quand je dis ici biohuile, normalement à la sortie du pyrolyseur, ça reste encore du gaz, mais quand on le récupère à l'ambiance, ça devient du liquide. En fait, ce gaz condensable se condense à basse température. Donc l'idée, c'est d'injecter directement ces produits volatiles dans un autre réacteur de réformage en présence d'un catalyseur, de façon à ce qu'en sortie, on a majoritairement de syngaz, un peu quand même d'autres produits gazeux et de la biohuile épurée. Donc, si vous regardez bien, on a du biocharbon, on a de biohuile épurée, on a majoritairement de gaz de synthèse, et le reste ici peut être utilisé pour produire de la chaleur ou de l'électricité pour réalimenter ces deux procédés qui sont des procédés endothermiques. Contrairement à la gazification qui est exothermique, ici on est dans un procédé endothermique, donc l'alimentation en chaleur est un facteur important. Donc la particularité de ce qu'on fait ici, c'est qu'on ne cherche pas uniquement à produire de gaz de synthèse et d'hydrogène, mais on cherche également à valoriser les produits, donc le biochar. On ne connaît pas forcément, mais actuellement, il y a de plus en plus d'entreprises, de sociétés, d'associations qui essayent de valoriser le biochar pas en tant que combustible, mais en tant que fertilisant. Donc ce matériau-là est un matériau de stockage de carbone, donc ça permet de ne pas remettre le carbone. Et quand on le met dans le sol, normalement, ça reste longtemps. C'est un matériau hautement poreux, donc c'est un rétenteur d'humidité. Donc c'est intéressant pour les sols arides, par exemple. Et on peut aussi, sa nature poreuse peut être un support pour fixer les minéraux. Et la biohuile dont je parle ici, c'est essentiellement tout ce qui est molécules hydrocarbures légères comme le toluène, le benzène, qui sont des molécules utilisées en pétrochimie. Et l'idée étant de substituer aux molécules existantes, mais qui sont issues du gaz fossile. Donc, je vous laisse là une liste de publications qu'on a fait récemment dans le développement et l'exploitation de ce procédé. Donc, deux papiers de revue pour l'état de l'art, des papiers sur le développement de la partie pyrolyse et du couplage des deux,
et ensuite des papiers pour l'exploitation du procédé, par exemple pour produire de syngas et d'hydrogène, et ensuite pour valoriser à la fois les produits en syngas, en biochar et en biohuile. Donc pour vous donner une idée comment ça se passe dans ce réformage, en fait je prends ici juste un exemple simple, réformage du méthane qui peut être fait de façon sec, donc on appelle ça réformage sec. Donc on fait réagir le méthane avec du CO2 et ça permet de produire par exemple 2 molécules d'hydrogène et 2 molécules de monoxyde de carbone. Donc ici je fais l'exemple, si on n'a pas du méthane mais de biohuile, la réaction est sous cette forme. L'autre format de réformage, c'est le réformage à la vapeur où cette fois-ci à la place du CO2, on met de la vapeur d'eau dans le système et ça permet de produire plus d'hydrogène qui vient de la molécule d'eau, et donc de façon identique au vaporéformage de la biohuile. Donc on sait que la pyrolyse produit de CO2, de vapeur d'eau qui sont de l'eau intrinsèque dans la biomasse. Donc quand on injecte du coup tous les produits de pyrolyse, en fait on obtient ce qu'on appelle le réformage hybride, qui est à la fois réformage sec et réformage humide. En fonction des résultats, on verra plus tard si le réformage à sec prédomine ou pas par rapport au réformage à la vapeur. Ensuite, on peut de nouveau réinjecter de la vapeur d'eau externe pour essayer d'intensifier la production d'hydrogène selon ce procédé de vaporéformage si le produit de pyrolyse présente peu de teneur en vapeur d'eau. Donc le dispositif à l'échelle labo et voici. Donc vous avez l'unité de pyrolyse, l'unité de réformage, une chaîne de post-traitement qui consiste à séparer la partie gaz et la partie vapeur condensable. Ensuite, on a en sortie un analyseur en ligne de tout ce qui est éléments gazeux. On analyse tout ce qu'on a avec un micro-essai MS qui est étalonné pour analyser la majeure partie des gaz issus de ce procédé. Donc ça, c'est le moyen expérimental. Mais il n'y a pas que ça, il y a un ensemble d'acteurs qui interviennent dans ce travail. Donc il y a des personnels permanents au sein du laboratoire, des techniciens, des BIATS, et il y a également l'ancienne doctorante qui est actuellement à Terre au Labo, qui devait être présente ici, je ne sais pas où elle est. Donc c'est elle qui est l'auteur de toutes les publications que vous avez vues tout à l'heure. C'est elle qui a monté la manip même pendant la période de Covid. On a pu le faire grâce à la contribution de toutes ces personnes. On travaille également avec d'autres acteurs, donc essentiellement qui viennent de l'Université du Littoral, là, avec l'UCEV et le Centre commun de mesure, puisqu'il ne s'agit pas que de transformer, il s'agit également de comprendre ce qu'on fait, comprendre la composition du charbon, la composition des biohuiles que nous ne pouvons pas analyser avec le micro-essai MS. Et également la synthèse de catalyseurs, l'optimisation des catalyseurs utilisés dans ce procédé. Ce ne sont pas des catalyseurs issus du commerce, ce sont des catalyseurs développés directement au sein de l'UCEV. Donc pour aller rapidement, donc on a travaillé jusqu'ici sur une biomasse académique. Donc les copeaux de chêne, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite valoriser plus tard, mais c'est quand même une biomasse qui est représentative où on peut faire des comparaisons par rapport à la littérature. La natte de lin est une biomasse très abondante en Hauts-de-France et en Normandie, donc ça fait partie de la biomasse qui est ciblée. En parallèle, comme catalyseur, on a testé des catalyseurs massiques, donc sous format de poudre, qui est le plus connu, le plus utilisé, mais il y a aussi les catalyseurs supportés qui nous semblent les plus pertinents pour tout ce qui est application industrielle, puisque vous pouvez faire traverser à travers l'empilement de billes la vapeur qui est issue de la pyrolyse sans qu'il y ait fluidisation. Par exemple, quand on travaille sur les catalyseurs massiques, il y a beaucoup de risques de fluidisation, donc on ne peut pas vraiment travailler sur l'optimisation du procédé et en particulier sur les débits de gaz utilisés dans le procédé. Donc cette diapo montre le résultat du couplage d'une pyrolyse lente de copeaux de chêne suivi de réformage hybride en présence de catalyseurs en poudre. Ici,
quand je dis reformage hybride, c'est qu'on n'injecte pas de vapeur d'eau externe, on laisse les produits directement de pyrolyse entrer au niveau du réacteur de reformage. Donc ici, c'est la distribution des produits principaux, de gaz, de biochar, de biohuile. Vous avez ici le résultat qu'on obtient avec la pyrolyse seule. Ensuite, vous avez les résultats qu'on obtient avec la pyrolyse couplée au reformage à différentes températures. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on augmente la température, le reformage permet d'intensifier la production de gaz en particulier et de réduire la quantité de biohuile, mais en même temps, quand on augmente la température, on augmente la production de ce fameux gaz. Si on regarde en détail la composition de syngaz qui est contenue donc dans ce gaz, vous voyez ici la concentration volumique, donc c'est le volume de syngaz. Ici, notre syngaz, c'est uniquement du CO plus H2 divisé par le volume du gaz total produit. Donc on arrive à atteindre un ratio volumique de 80% de syngaz dans le gaz produit. Et on laisse aussi ici le rendement syngaz en millimol par gramme de biomasse, donc la valeur est plus faible puisque par rapport à la biomasse, il y a une partie qui n'est pas transformée, qui reste le biochar, donc ça réduit un peu le rendement. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la pyrolyse seule, on arrive à augmenter d'un facteur 3 la production de syngaz et en particulier l'hydrogène, puisqu'on est ici sur un ratio H2 sur CO autour de 1. Donc à chaque fois qu'on a 16 millimoles de syngaz par gramme de biomasse, là, il y a la moitié de ce syngaz-là qui est composé d'hydrogène et l'autre moitié est de CO. Donc l'analyse rapide du charbon, du biochar issu de cette pyrolyse-là, nous montre qu'il y a une augmentation du teneur en carbone, une diminution du teneur en oxygène et en hydrogène. Et ce qui est intéressant dans ce type de résultat, c'est que ces teneurs-là sont cohérents et respectent ce qu'on appelle certificat EBC. Donc c'est European Biochar Consult qui établit les normes pour que le biochar puisse être valorisé. Je veux dire par là, peut être vendu. Actuellement, le biochar est vendu à 500 € jusqu'à 1 000 € la tonne. Donc l'idée, c'est que quand on fait le procédé, il faut aussi que le biochar soit de bonne qualité pour qu'on puisse le vendre. Ce second résultat concerne l'anadelin avec une comparaison de reformage hybride et reformage à la vapeur. Donc ici, c'est l'idée étant que si on injecte de la vapeur supplémentaire au système, on peut voir qu'on augmente le gaz et en particulier, on arrive à avoir un ratio de H2 sur CO supérieur à 1 qui est ici 1,38 avec un ratio de steam to biomass, donc rapport de quantité de vapeur par rapport à la quantité de biomasse qui est à 0,57, qui est un ratio qui reste faible, donc une petite injection de vapeur dans le système. Donc ça, c'est pareil comme tout à l'heure. Pour tout ce qui est biohuile, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que normalement, le biohuile issu de la pyrolyse est composé de toutes ces molécules, mais ce qu'on peut voir, c'est que si on fait le reformage, tout ce qui est HAP, donc c'est la biohuile polluante qui est à ne pas produire dans ce type de procédé, disparaissent presque tous après le reformage. Ce qui reste, c'est essentiellement du BTEX qui sont valorisables pour l'industrie pétrochimique. Donc pour terminer, ce que je peux dire, c'est qu'on a pu développer ces dernières années un procédé unique en France dans le sens où le couplage ne se fait pas dans sur un seul dispositif qui permet à la fois de produire des syngaz de H2 et tout en valorisant en biochar et en biohuile épurée. Il reste beaucoup de difficultés dans ce domaine, donc le rendement de syngaz hydrogène reste quand même faible. Il y a un problème de durabilité du catalyseur, sachant que les catalyseurs sont jusqu'ici développés pour le reformage de méthane ou de toluène ou de benzène, mais quand vous réformez un ensemble de molécules en même temps, ça laisse ça introduit des complexités sur la durabilité. Et également, puisque c'est des procédés endothermiques, donc c'est de la source de chaleur carbonée actuellement qui sont utilisés. Industriellement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le gaz non utilisé,
on injecte dans une chaudière pour alimenter en chaleur l'installation. Donc parmi les perspectives, c'est appliquer le procédé à d'autres biomasses locales et d'autres déchets, en particulier les déchets plastiques. L'idée aussi, c'est de passer à une installation pilote qui permet d'intensifier le procédé et donc de résoudre ce problème de rendement. Et pourquoi pas, suite à ce qui a été dit hier, c'est de tester aussi l'utilisation d'une source de chaleur décarbonée et en particulier le solaire concentré. Donc voilà, j'arrête. Si vous avez des remarques ou des questions, on peut voir ça après. Donc je laisse tout de suite la parole à Wojciech Lipinski pour donner la troisième partie. Good morning, everyone. So today I'm going to talk about some research opportunities and challenges in thermal sciences as applied to solar fuel production. This session ends at 9:30 and I was told I have 20 minutes, so it doesn't add together somehow. I will try to be quick so you can go to the next session. So I have selected some problems in optical modeling, heat transfer modeling, and radiative transfer analysis pertinent to solar fuel production. Yesterday I introduced the entire field. I spoke about I gave an overview of solar thermochemical energy conversion. So today I will be more specific and I will talk about the problems of solar fuel production, and I just selected the path of solar redox cycles. Yesterday I introduced the rationale behind that. I showed you how these cycles are realized. So we have two steps, the reduction step and the oxidation step. In the reduction step, we reduce a metal oxide at a very high temperature. In the oxidation step, the reduced metal oxide or metal is oxidized with water to produce hydrogen, carbon dioxide to produce carbon monoxide, or oxygen to produce just heat, while no chemical is here obtained. And the challenge is that these are cyclic reactions, so we have to have either a reactor or a system of reactors that in which one reaction is absorbing concentrated solar flux and the other reaction is non-solar, and then they have to alternate. It's not a trivial process. Of course, there are going to be some transients or flows of materials and flows of solids in different configurations. And I mentioned yesterday that we have these multiple scales. So if we have a reactor or a system of reactors at the reactor scale realizing the multi-step cycle, it means we have the transients, additional transients to the solar transients in the system, and that has to be accounted for. So let me show you first an example of an optical study when we try to simplify the chemical process engineering side of things by designing a new type of a solar reactor system where we have a bunch of reactors. Some of them realize at a given time the reduction reaction, some of them realize the oxidation reaction, and as I mentioned, only the reduction reactors require the solar input. So here the idea is that actually this array of the reactors is irradiated from a beam down mirror that rotates around an axis. It sounds like a very challenging idea. Actually, we were motivating with this study by looking at the Chinese beam down system, which has the stationary mirror just with one receiver. I think it will be possible in the near future to actually build the next version of that system with the slightly moving receiver. Now, in our problem, we have designed a system with surround heliostat field. So we have the field surrounding the tower with the secondary reflector. The secondary reflector is hyperbolic, and these are the compound parabolic concentrators. Now here we see some geometry of the system with the tilt angle of the secondary reflector and the acceptance angle of the CPC. Now,
I'm not going through the details of the model. This is the Monte Carlo ray tracing that has been used, and it has been used for different positions of the sun. Like I explained yesterday, this is how we model those optical systems. I'm going to show some results right away. So here we have the optical efficiency, average optical efficiency of the entire system in function of the location of a aperture of the compound parabolic concentrator, which is on top of a reactor. We see that even with some optimization, these efficiencies are not very high, about 40% at the optimum location. So there is still a lot of work to be done to optimize these systems. And here we have the effect of some parameters. When we did the basic optimization, the tilt angle of the secondary concentrator and the azimuthal angle of the compound parabolic concentrator. So we see this dashed line here, and we see that we can get higher efficiencies for some other parameters kept in the baseline value set. All modeling details are in our journal paper, so if you are interested in this optical type of studies, I'm happy to send them to you. Now, here we have one more plot, which is basically a 2D projection of those results for the selected azimuthal angles of the CPC aperture and the tilt angle of the secondary concentrator. So the peak efficiencies are about 47%, which is a lot of optical loss from that system as compared to systems without the secondary mirror. The beam down systems are very convenient because all the big equipment is on the ground level. We don't need to put them on the tower, but we have to have the secondary concentrator, and there are optical losses, and this concentrator also has to be moved very precisely, which means the optics there and optomechanics will be expensive. And that's another consideration to when designing such systems. Now, it is one option to realize optically those redox cycles. Another option is to have two reactors on a tower, for example, like realized by the German Aerospace Institute. So we see here two reactors. This is for the ferrite-based cycle with two apertures. And these reactors are illuminated from the heliostat field with alternating focus. Now, the reactors that I'm showing here are all for some redox cycling. So yesterday I showed the zinc oxide reactor for the composition of zinc oxide to produce zinc, and then zinc can be used to split water in another reactor. Sandia built the CR5 reactor with counter-rotating ferrite rings, which is basically realizes reduction at the top and oxidation by water or CO2 at the bottom with heat recuperation. The idea is very nice, and we followed this later on at the University of Minnesota with Syria, but the engineering is challenging because we have high temperature elements, ceramic elements, cycling between, let's say, 1500 Celsius and less than 1000 Celsius within about 2 to 5 minutes. The thermal stresses are enormous there. And not only modeling is challenging here, the entire engineering process and operation is super challenging. So Sandia has published many journal papers on this on design, including the experimental evaluation. A simpler idea is to have just cavity reactors like the one I showed yesterday with Syria, where it's irradiated alternately, so we can have an array of these reactors. I already mentioned the DLR, two reactor system for a tower, and this is another ETH reactor with reticulate porous ceramics. This type of the reactor was used in the two-reactor dish system that was built on the roof of ETH Zurich I showed yesterday. And I'm going to show an example of a modeling study for the reactor we built, evaluated, and modeled at ANU to reduce metal oxide particles. Similarly to the zinc oxide reduction reactor, this reactor only affects the reduction step, and oxidation has to be done either in another reactor of this type or in a different type of reactor.
Now, let me start, before I go to the reactor model, let me give you a very brief summary of what are the typical challenges when modeling the reactors. We deal always with combined heat and mass transfer with very significant radiative transfer effects. We have indirectly irradiated reactors, very high fluxes heating the chemical reaction sites, and even in indirectly heated reactors, we have still very high temperatures. Radiation is always there. These are three-dimensional geometries, sometimes non-trivial, and problems are always transient in nature. Most of radiative transfer analysis at this reactor level use Monte Carlo ray tracing and view factor-based methods in the cavities in particular. Then the effective coupling with solar plant level radiative transfer simulations is very important to reduce the computational time. So we have these transient reactors, they operate for hours over a daily basis. Sometimes with storage they can operate even when the sun is not more shining. And now if we want to model the operation of these reactors with all the phenomena, radiation, mass transfer, chemical reactions, convection, conduction, it takes a very long time. And this is still an unresolved problem in thermal sciences. It's so many phenomena at once in complex geometries and transient. Indirectly irradiated reactors, these are those reactors where concentrated flux hits the chemical reaction directly. The plant receiver or the plant reactor scale coupling involves the level of reacting media. So when we have the concentrated flux directly entering, let's say, reticulate porous ceramics made of ceria, we have to go down there to the level of reactive medium to see, to analyze those processes in detail, characterize, get the radiative and other characteristics. Yesterday I just briefly mentioned that we built this reactor to realize the reduction of mixed ferrite manganese oxide particles in vertical tubes. And today I would like to show the details of this model. So the model is based on the set of governing equations, mass balance for the overall phases, gas and solid phases, mass balance equations for each chemical species in each phase, gas or solid, momentum balance for the gas phase, and because in our particular operation it was a packed bed, we don't have the momentum balance for the solid phase. But the reactor can also be operated as a fluidized bed, and then that equation would need to be added. Then there is the energy balance for the gas phase, where we don't have any radiative source term because we assume the gases here are non-participating. It's basically oxygen and some inert gas for the reduction step. Then the energy balance for the solid phase in the reacting medium, where we have the radiative source term, and the energy balance for other parts of the reactor that are non-porous and opaque, which means the radiative source term disappears. For radiation in the particle bed, we use the radiative transfer equations to calculate the divergence of the radiative flux, and the properties of the particulate medium were approximated using the geometrical optics theory. For simplicity, these are large opaque particles, very quick. Any metal oxide, when it undergoes even a partial reduction, it quickly becomes opaque because there are some free electrons and they absorb radiation very effectively. The material appears very dark. There is the scattering is diminished and so on. And the phase function is also calculated using the geometrical optics approximation. So Monte Carlo ray tracing method was used to obtain the radiative boundary conditions in the cavities. We have the source in the solar simulator, the compound parabolic concentrator sitting in the reactor and water cooled. And then we calculate with Monte Carlo the distribution of radiation in the cavity and on the tube surface. And all these equations I showed were implemented with either directly taken from ANSYS Fluent or additionally implemented with user-defined function, especially on the radiative side and the coupling with the boundary conditions. So this is standard Fluent plus our extended, or not our, my students' extended functions.
Now, yesterday I went through these results super fast, and it was during the second part of my talk. I mentioned that the first plot shows the temperature profiles at selected locations in the reactor as a function of the experimental time. The solid lines are experimental results, the dashed lines are modeling results, and the first plot is for alumina particles, inert particles. The second plot is actually for the ferrite manganese oxide particles, and once the temperature is high and we have the release of oxygen which was measured and modeled. The model over predicts the release of the oxygen. The caveat here was that the oxygen concentration was measured by a mass spectrometer which was a few meters away from the reactor, and we had to back model the concentration that actually would be in the reactor, even for the experimental results. And this was very difficult because the capillary was thin, so the exact estimation of the diffusion time and the transport time probably led to some of this disagreement, but also I would admit that the model is still not perfectly accurate, so with regard how the reaction proceeds, even though all this has been, well, a lot of effort went into it. So there is still some possibility here to improve the accuracy of this model and to improve the agreement. The temperatures agreed very well, actually, without much tweaking the thermophysical properties in the model versus the values taken from the literature. Let me go down to the smaller scale now. We were at the collector level, reactor level, now inside the reactive media. There are very different reactive media types in solar thermochemical fuel systems, from porous structures with regular architecture, randomly porous structures, packed beds, reticulate porous ceramics, which are also porous structures but with larger pores, and even suspensions of particles in hot liquids. For example, biomass particles or char particles in molten salts. Molten salt is, in this case, a host medium, a catalyst for the reaction. Now, to optimize the transport processes in such media, we use the approach of materials by design. With the growing computing power now, we can basically play with morphology, and when we add machine learning, we can optimize geometry of the materials as well, with some criteria kept in mind. For efficient absorption of solar radiation, efficient energy transport between absorption and process sites, confinement of emitted radiation in the medium. Even though the medium is hot, we would like to reabsorb as much as possible to prevent the losses to the outside. Minimum conduction and convection heat losses from the reacting media, and rapid mass transport and chemical reactions. So bringing all this together is very difficult, of course, and well, but this is the nature of this type of applications. Now, in many cases, the method based on computed tomography characterization has been used and proven successful to obtain the different characteristics of such media. Porosities, on the morphology side, these are porosity, specific surface area, pore size distribution, anisotropy factor for the anisotropically transporting media. Heat transfer in radiation, conduction, convection properties, mass transfer, permeability, Dupuy-Forchheimer coefficient, tortuosity distribution, and dispersion tensor. The idea is we take an actual heterogeneous medium, we obtain its 3D geometry, we run pore level simulations, and then we extract the continuum level characteristics. So if you are interested to read more about the past studies, we have summarized them in our various review articles. And on the radiative side, which is very challenging but also very interesting and still generates a lot of useful results in the general field of radiative heat transfer, we use very different theoretical models to predict radiative properties by first principles, depending on the size parameter, the ratio of characteristic length to the radiation wavelength.
and then we can use geometrical optics, electromagnetic theory, Maxwell equations, and if we deal with nanomaterials, we can use Maxwell's equations if the absolute length is large enough, which means we still have continuum of the dielectric function satisfied. If that doesn't work, we need to use quantum theories and approximations. But there are many challenges. There are complex time-dependent composition and morphology. So even if we get very nice properties at ambient temperature, they very quickly change when the material is heated and then metal oxide is reduced or oxidized. The large optical thickness makes the measurements very difficult because there is a lot of noise. The media are typically highly scattering. We deal with ceramics and ceramic metal mixtures. The detailed phase functions are rarely reported actually, so approximate phase functions are used. High temperature experimental radiative characteristics of reacting systems are basically absent from the literature. So there have been very few studies where measurements were done for these applications at high temperatures more than 600 Celsius. In general, radiative heat transfer literature, you will find this type of characteristics. For example, Professor Dominique Bailly, she used to work in that field, and she has measured many properties at high temperatures in her previous lab. But currently, in this field, we still lack many of them. And the retrieval of intensity and properties from the measured radiative power flux distributions is typically based on sophisticated numerical models and approximations. So I would like to conclude my talk with an example of another study on radiative properties of Syria packed beds, where we use the UV visible near-infrared spectrophotometer with an integrating sphere, and there was a sample in a sample holder placed in this device. So the packed bed would be placed in this holder. The thickness of the packed bed can be changed from sample to sample, so we can measure the transmitted and reflected signals as function of the thickness of the bed. And that is the input to inverse modeling. The material that is used in this study is cerium dioxide, original fresh material with nanostructured features, so submicron features, as you can see. This material was crushed and particles were made from it and placed in this holder. And Syria after 60 thermochemical cycles. So the colleagues in the lab use this material to split water and CO2, and as a result of cycling, the nanopores closed. We see the morphology is very different now. There are basically spherical micro-sized particles after this cycling. Now, to obtain the effective radiative properties, in this case we use the transport approximation, so we were looking for the transport scattering coefficient, the absorption coefficient, and the transport scattering albedo, with the phase function being 1 as used in the transport approximation. For all basic calculations at each wavelength that was resolved by the spectrophotometer, we used the fast method of inverse method to calculate radiative transfer based on the one-dimensional discrete ordinates method. But for some wavelengths, we also use Monte Carlo ray tracing method and then the objective function was minimized. This is the difference between the modeled and measured transmittance and modeled and measured reflectance. And let me show you only the final results. Here we have these structures before cycling and after cycling. Before cycling is in red, and then we have, so it's red solid before cycling, red dashed after cycling. We see that the transport scattering coefficient increases a lot, and this is consistent with what we see in the plots. The particles are basically created from this nanostructure, and we have strong scatterers. And we also see for comparison properties of other Syria materials, sintered Syria discs,
So we have the sintered dense with the dashed line here, which is this material, and sintered porous, which is the second material with more, so with change properties. So we see also these materials in the first plot. That's the absorption coefficient, that's the transport scattering coefficient. Now, so thank you very much for your attention. I tried my best to be fast.